nous allons remonter dans le temps, justement pour les 12 derniers mois en Haïti, avec l'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse, Stanley Lucas, qui est en direct de Washington. Alors, l'année s'achève en Haïti comme elle avait commencé, dans une atmosphère qui mêle inquiétude, impuissance, désarroi, incertitude et colère. Les mots ne manquent pas. Le Stanley Lucas, ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse, est avec nous cet après-midi sur CPAM à 1410 Montréal. Merci beaucoup, Stanley Lucas, d'être avec nous en direct de Washington. Et bonsoir Guillotot et bonsoir à toute l'équipe de la radio et aux auditeurs. Je profite de l'occasion pour te présenter à toi et à ta famille mes vœux de joyeux Noël et de santé pour 2023. Les mêmes souhaits aux auditeurs. Aux auditeurs et puis au personnel de CPAM 1410 Montréal. Absolument. Merci beaucoup Stanley. Et puis nous te disons aussi, et alors réciprocité, c'est-à-dire aussi d'avoir de très bonnes fêtes de Noël. Et puis dans la perspective d'une très bonne année pour les prochains jours, surtout au regard de ce qui se passe en Haïti. Donc nous te disons merci et puis aussi une très bonne et heureuse année 2023. Donc voilà, même si nous sommes en 2022, on commence avec les vœux. Bon, allez, justement, puisque nous parlons de 2022, alors on va faire ça comme ça cet après-midi. Alors les événements qui t'ont marqué durant cette année 2022 en Haïti, oui, c'est toi qui vas énumérer ces événements. Et puis deux mauvaises nouvelles pour Haïti en 2022. Après, j'aurai 3 petites questions à te poser cet après-midi. Vas-y, Stanley, on t'écoute donc sur les événements qui t'ont marqué pendant cette année 2022 concernant Haïti. Bon, c'est la souffrance de la population et qui est la principale préoccupation de l'année 2022. Le dossier politique a beaucoup affecté la population haïtienne. Le dossier politique a été dominé par l'insécurité. Et on a un rapport très précis du haut commissaire des droits de l'homme qui donne une idée très claire du nombre de kidnappings, des personnes assassinées et l'environnement insécuritaire, particulièrement dans les quartiers populaires. Toujours au niveau politique, le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse continue d'occuper l'actualité, notamment les blocages institutionnels mis en place par le Premier ministre actuel Ariel Henry, impliqué dans l'assassinat du président, de certains oligarques de Pétionville, des Américains, particulièrement celui qui s'appelle Arcangel Pretel, qui travaillait pour le FBI au moment de l'assassinat, et les Colombiens, le Dominicain Gonzalo Castillo. Donc, malgré les blocages institutionnels, ce dossier a occupé le pavé et on se demande si Haïti, vu les blocages institutionnels au niveau de la justice, si Haïti ne devra pas se rendre à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, vu les blocages aussi qu'il y a aux Nations Unies. Le dossier de la migration a occupé l'espace politique et notamment les violations des droits des Haïtiens en République dominicaine, les droits des travailleurs, des non-documentés. Les Dominicains ont violé au moins 8 conventions internationales, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention contre la discrimination raciale, la Convention de protection des droits de tous les migrants, la Convention contre la discrimination contre les femmes, la Convention des droits de l'enfant, l'accord de rapatriement signé entre les deux pays, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la violation de l'intégrité territoriale d'Haïti. Donc ce dossier a aussi occupé l'espace politique. Au niveau de la politique étrangère, c'est les Nations Unies qui ont dominé l'actualité en Haïti à travers les réunions du Conseil de sécurité, particulièrement les résolutions 2645 et 2653 demandant l'application de sanctions contre ceux impliqués dans les gangs, le trafic des armes et les violations des droits humains en Haïti. Dans ce contexte, pour l'année 2022, dans une première évaluation réalisée de l'application des sanctions, aucun des oligarques
et des politiciens impliqués dans la violence des gangs actuels n'a encore été sanctionné. Parce que les gangs actuels remontent à 2017 et avaient été créés pour renverser le président Jovenel Moïse. C'est eux, de 2018 à 2021, qui ont boulé 15 commissariats de police. Jusqu'à présent, dans l'application des sanctions, aucun de ces oligarques et des autres politiciens impliqués dans les gangs actuels n'ont été sanctionnés. Au niveau économique, l'inflation qui était à 11% en Haïti, l'inflation officielle est à 49%. L'inflation réelle est à 63%. Il y a à peu près 4,7 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire et nos exportations ont diminué cette année. 1 milliard 172 millions de dollars par rapport à nos importations qui sont à 4 milliards 523 millions. Ça veut dire que malgré l'instabilité politique, malgré les problèmes qu'il y a en Haïti, nous avons envoyé à l'étranger, à travers nos exportations, un déficit commercial de plus de 3 milliards de dollars américains. Les transferts de la diaspora qui étaient à 4,2 milliards de dollars américains ont baissé à 3 milliards 643 millions. Le taux de change inquiète. Aujourd'hui, il faut 153 gouttes pour un dollar. Mais sur le marché non officiel, il faut presque 165 pour trouver un dollar. Donc, il y a une dépréciation de 5% de la goutte. Nos réserves en dollars ont considérablement diminué à cause de la manipulation de la monnaie par les oligarques du système bancaire qui ont comme allié le Premier ministre actuel. Et nos réserves en dollars ont diminué, qui étaient à peu près 800-900 millions de dollars. Ils sont à 227 millions aujourd'hui. Et les dépenses du 4e trimestre sont à 42 et les dépenses du 3e trimestre étaient à 47 milliards de gouttes. Donc, toujours au niveau économique, depuis l'arrivée de ce gouvernement, le gouvernement d'Ariel, ils ont dépensé deux budgets. Un budget rectificatif de 197 milliards de gouttes et un budget de 210 milliards. 407 milliards de gouttes de dépensés, il n'y a aucun projet qui a été réalisé à travers le pays. On se demande où sont passés les 407 milliards de gouttes. Au niveau social, ça a été caractérisé par un retard accumulé encore au niveau de l'éducation. Les élèves ont perdu à peu près presque 4 mois d'école. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il y a seulement 53% des écoles en Haïti qui sont ouvertes à cause de la violence des gangs et de l'insécurité. Au niveau des services de santé, l'insécurité fait que le personnel de santé a des difficultés pour se rendre dans les centres de santé, les dispensaires et les hôpitaux, particulièrement dans la zone métropolitaine. Donc, pour retourner au niveau politique, les élections ne sont pas du tout dans l'agenda du Premier ministre Ariel Henry, qui a d'ailleurs révoqué le Conseil électoral provisoire, malgré qu'ils étaient à un stade avancé dans la préparation du référendum et des élections, et malgré que 5 millions de votants ont déjà leur carte électorale. Donc, dans le discours du Premier ministre du 7 février 2022, en analysant le discours du Premier ministre, on se rend compte qu'il prépare un coup d'État électoral pour 2023. Parce que carrément dans le discours, il dit que dans les élections passées, le peuple ne savait pas bien choisir, mais que cette fois, ils allaient s'arranger pour que le peuple choisisse bien. Donc, pratiquement, son agenda de 2023 implique un coup d'État électoral en préparation. Donc, pour peut-être conclure sur ce petit bilan rapide de 2022, l'agenda du gouvernement actuel est clair. Ils ont 4 objectifs. Une intervention militaire étrangère pour protéger l'actuel gouvernement impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, parce qu'ils se sont rendus compte avec une inflation de près de 60%, la goutte qui a 153 gouttes pour un dollar, il va y avoir une explosion sociale dans les prochains 90 jours. Donc il faut des militaires étrangers pour protéger le gouvernement. Leur deuxième objectif, c'est réaliser un coup d'État électoral, ce qui va être impossible. Et leur troisième objectif,
c'est continuer de saboter l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et de le bloquer, et puis continuer avec leur politique de corruption. Donc pour moi, c'est un peu ça ce qui domine l'agenda gouvernemental de 2022, et je pense qu'ils vont rentrer dans 2023 avec le même agenda. Alors merci pour ces informations, pour ce bilan Stanley, de Stanley Lucas en direct de Washington. Alors si je te demande de faire un petit top 3 des pires mauvaises nouvelles dans ce classement pour Haïti en 2022, si on commence par le top 3. Bon, les plus mauvaises nouvelles, c'est la souffrance et l'enfer où se trouvent les gens dans les quartiers populaires de la zone métropolitaine, où ils sont massacrés, ils sont abusés par les gangs, ils sont violés, ils sont pillés. Et la deuxième, c'est le traitement raciste du président libanais dominicain qui s'est allié aux racistes libanais haïtiens pour maltraiter les Haïtiens en République dominicaine. Et ce que Abinader est en train de faire en République dominicaine et contre les Haïtiens, c'est ce que les nazis faisaient contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je dirais que ces deux nouvelles-là sont les plus mauvaises. Et la plus mauvaise nouvelle pour Haïti en 2022? Je viens de donner les deux plus mauvaises nouvelles en 2022. Tu ne fais pas un petit top 1, non? Bon. Pardon? Non, ok, d'accord. On va accepter ces deux top 1 et top 2. Alors, Stanley, trois questions pour terminer. Sur qui faut-il s'appuyer pour améliorer la situation en Haïti? Les Haïtiens doivent compter sur eux-mêmes. Parce que lorsqu'on fait une évaluation de l'application des sanctions au niveau du Conseil de sécurité par rapport à l'agenda prioritaire du peuple haïtien, l'agenda du peuple haïtien est à 4 points. Le premier point, c'est s'assurer que les Blancs, les Haïtiens et les oligarques qui ont participé à l'assassinat du président soient arrêtés et jugés. Et pour s'assurer que le prochain président qui sortira des élections ne soit pas encore une fois assassiné. Et dans ce contexte-là, la communauté internationale, jusqu'à présent, a failli à Haïti, malgré les requêtes officielles de l'État haïtien, les 19 juillet et 3 août 2021, demandant au Conseil de sécurité de mettre en place un tribunal pénal international pour trouver les assassins du président Jovenel Moïse, comme cela avait été dans le cadre du Premier ministre assassiné au Liban, Rafik Hariri. On ne sait pas pourquoi, s'il y a une implication des Nations Unies dans l'assassinat, ils refusent de mettre le tribunal pénal international. Pour trouver des solutions à la crise haïtienne, on a toujours dit, oui, il faut des sanctions. On avait dit qu'il y avait 16 catégories qui devaient être sanctionnées. Il fallait aussi s'assurer que dans les tribunaux américains, canadiens et haïtiens, il y avait des preuves pour que la justice fasse son travail par rapport à ces 16 catégories. On avait dit aussi que les biens et les fonds saisis devraient retourner au trésor public haïtien. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a dit à la presse haïtienne que les fonds saisis ne seraient pas remis au trésor public haïtien. Et l'application des sanctions donne des inquiétudes parce que jusqu'à présent, les oligarques haïtiens et les politiciens impliqués dans les gangs créés entre 2017 et 2021, qui jusqu'à présent sont responsables de la violence dans la zone métropolitaine, aucun de ces oligarques et de ces politiciens n'a été sanctionné. Troisièmement, la communauté internationale pourrait jouer un rôle important dans la résolution de la crise si elle était impartiale. Mais toi, Guillotot et les auditeurs qui écoutent savent que dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Donc les sanctions qui sont en train d'être appliquées en Haïti, c'est en fonction des intérêts du Canada et des intérêts des États-Unis en Haïti et de leurs clients sur le terrain. Et c'est ce qui explique que ceux qui sont impliqués dans l'assassinat du président, ceux qui sont dans les gangs actuels et qui financent et supportent les gangs actuels qui sont dans l'insécurité, ne sont jusqu'à présent pas sanctionnés. Et si vous allez sur le compte Twitter de l'ambassadeur du Canada en Haïti, M. Carrière, vous allez voir qu'il est en train de faire la promotion de l'ancien candidat à la présidence, Jackie Lumark,
et qui était le candidat de l'unité Vérité en 2015, qui avait été rejeté par le CEP. Il ne faut pas oublier que les hommes de l'unité, les oligarques de l'unité, sont les grands maîtres des gangs en Haïti et sont impliqués dans l'assassinat du président de la République. Donc aujourd'hui, Haïti comptait beaucoup sur la communauté internationale pour la résolution de la crise et de l'insécurité. Au niveau de l'insécurité, il est clair que ils peuvent nous aider en faisant deux choses. La première, donner une assistance technique à la police et l'armée pour renforcer l'armée haïtienne, pour renforcer leurs capacités. La deuxième, c'est ce qu'ils ont fait au Kosovo et en Ukraine. Donner les équipements et les armes nécessaires à l'armée et à la police pour détruire les gangs. Le colonel de l'armée a affirmé il n'y a pas 2 mois que s'il trouvait les armes nécessaires, l'armée d'Haïti pouvait détruire les gangs en moins de 4 mois. Il refuse de le faire et bien entendu, ils insistent sur une intervention militaire, mais derrière cette intervention militaire, il y a 5 catégories de personnes. Il y a la République dominicaine, ce pays qui a fait le génocide sur Haïti en 1937, qui a tué 30 000 Haïtiens. Il y a les oligarques corrompus de Pétionville qui veulent une intervention militaire avec leur allié Ariel Henry pour les protéger contre la révolte populaire qui va bientôt avoir lieu. Et il y a Free-Jean qui a des ambassadeurs américains qui prônent l'intervention militaire pour l'installer au pouvoir. Et enfin, il y a les élites globalistes corrompues qui aiment les gouvernements de transition en Haïti pour voler ce qu'il y a dans le sous-sol haïtien, le sous-sol marin et les richesses qui s'y trouvent, notamment l'iridium, l'or, le gaz naturel, le cuivre et ce qu'on appelle les terres rares. Ils préfèrent les gouvernements de transition. D'ailleurs, pour vous donner une idée, quand le président Jovenel Moïse a prêté serment le 7 février 2017, il a dû annuler 4,5 milliards de contrats illégaux qui avaient été faits pendant la transition. Et même le Parlement haïtien avait pris une résolution pour révoquer tous les contrats miniers illégaux et corrompus. Donc les élites globalistes corrompues, ils aiment la transition pour voler ce qu'il y a dans le sous-sol haïtien. Oui, Stanley, Haïti, trouble, incertitude, le constat est simple, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, si tu as un message d'espoir cet après-midi, quel sera-t-il? Bon, pour nous, je crois que pour l'année 2023, et pour aller de l'avant, je crois qu'il faut un consensus. Et dans quel sens que je parle de consensus? Moi, en tant que quelqu'un qui, pendant 20 ans, a travaillé pour la promotion de la démocratie à travers le monde. Et j'ai même utilisé des politiciens, des partis politiques canadiens pour aller faire de la formation à l'étranger, notamment en Afghanistan, en Afrique, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Je peux dire que la solution, elle n'est pas compliquée. Il faut qu'elle soit constitutionnelle. L'article 149 de la Constitution d'Haïti est très clair. Lorsqu'on assassine un président de la République, on ne peut pas installer un nouveau président pas avant les élections. En attendant que ces élections soient organisées, c'est un Premier ministre et le cabinet ministériel qui dirigent le pouvoir exécutif entre-temps. Donc, le législateur a écrit l'article 149 de cette façon pour garantir que des assassins ne tuent pas un président pour rentrer au palais national. Donc aujourd'hui, étant donné que le Premier ministre actuel, qui reçoit le support du Canada, est impliqué dans l'assassinat du président, il n'a pas de crédibilité pour établir la sécurité. Et même l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, M. Bobré, a dit récemment qu'il n'a même pas un plan pour établir la sécurité après 17 mois au pouvoir. Donc pour moi, pour faire avancer le pays, il faut un Premier ministre de consensus avec un nouveau cabinet ministériel. Et ça ne peut pas être Free-Jean non plus. Vous n'avez qu'à aller sur Google, mettez sur Google le Premier ministre nommé, la société civile et l'or de la Banque de la République d'Haïti. Quand Free-Jean était gouverneur de la Banque centrale, il a volé 93% des réserves d'or du pays et c'est détaillé dans l'article que je viens de vous donner. Le Premier ministre nommé, la société civile et l'or de la République d'Haïti. C'est pourquoi le Parlement, la 50e législature, en mars 2021, l'a rejeté quand le président provisoire, Jocelyn Prévert, l'avait proposé comme Premier ministre. Donc pour moi, le défi
pour trouver la solution, c'est de trouver un premier ministre de consensus crédible à qui fait confiance aux partis concernés, monter un cabinet ministériel avec les membres de la société civile, organiser le référendum, des élections législatives et présidentielles pour l'installation de la 51e législature et du 59e président, retour à l'ordre constitutionnel dans un délai ne dépassant pas 14 mois. Moi, en tant que spécialiste en développement politique, ayant travaillé avec tous les partis politiques en Haïti, la société civile, pendant à peu près 10 ans, avant d'aller faire des expériences dans d'autres parties du monde, ce que je dis là est possible, mais il faut une volonté politique et il faut que les États-Unis et le Canada arrêtent de protéger leurs clients. Tout le monde doit être sanctionné. D'accord. Et puis pour terminer, pour refermer cet entretien, qu'est-ce que tu vas surveiller en 2023? Surveiller. Bon, moi, c'est continuer l'évaluation de l'application des résolutions 2645 et 2653, suivre le processus politique et économique, particulièrement économique, parce que la situation économique actuelle va créer ce qu'on appelle des émeutes de la faim dans les prochains 90 jours. C'est intenable avec une inflation de 49% côte-à-côte au niveau officiel, mais de 63%. Donc moi, mon souhait pour 2023, c'est de rétablir la sécurité pour que l'enfer que les citoyens sont en train de vivre actuellement, qu'on mette fin à ça, et finalement, les politiciens qui veulent le pouvoir, au lieu de préparer des coups d'État à travers des accords, finalement qu'ils se rendent aux élections pour recevoir le jugement du peuple. Samuel Lucas, ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse, en direct de Washington. Merci beaucoup et joyeux Noël à nouveau. Merci beaucoup. Same to you et porte-toi bien. Merci beaucoup, toi aussi, Samuel Lucas. Merci infiniment.